Routine pour trouver l'extase. Chez Planet X, on connaît ça. Monplanetx.com. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. There are cases that are not explainable in conventional terms. That have been made by credible observers of relatively incredible things. When you got right up to it, it lit up. Was this a warning? Was this an attempt to communicate? Felt scared. I was running and playing, and then I saw this maroon color in the sky. It was not anything from this earth. He was looking at all of us. Maybe they're trying to communicate. They were reaching out to us. There is an immense array of unanswered questions and an urgent need to get to the bottom of it. The public has a right to know. Oh my gosh. Look at that thing. The question is no longer if they are here, but why. What are they doing? What do they want from us? What are their motivations? For over 75 years, there have been sightings in the sky. The UFO shut down several missile silos in Montana. Thousands of witnesses worldwide. It had to be a data collection. I'm sure they scanned the warhead. Just kind of hovering there. Never changed its longitudinal axis. And then it goes poof and it takes off the side. And high-level cover-ups. The government was covering up what happened at Roswell. Hiding these dark secrets. I was told there wasn't anything there when I knew there was. People need to know there is something else out there. Yes, there have been visitation, crashed craft, material recovered. Shouldn't we be spending some money to study all these phenomena? I knew this was breaking news for the front page of the New York Times. They were trying to communicate, trying to tell us something. Now it's time to tell people about it. These things are real. They're here. This is happening now. On commence la semaine en force avec le sujet du lundi, les ovnis. On a entendu, Christian, d'abord, j'espère que tu as passé un bon week-end. Oui, absolument. Avec une température comme celle-là. Effectivement. Écoute, je l'avoue, hein, c'est la testostérone qui circule dans mes veines. J'ai sorti ma Camaro. Oh, ben, super. Je l'ai polie, elle est magnifique, rutilante. Écoute, la température était idéale pour ça. Effectivement, j'ai mon beau-père de mon côté qui est allé se chercher une nouvelle acquisition, une nouvelle moto pour l'été. Ça en est quasiment un running gag. Il change souvent change souvent de modèle. Et là, un petit chopper qui est apparu là dans Charlevoix, fait qu'il devrait éventuellement se promener aussi. C'est le temps de ça, là. Oui, les férus de mécanique, de belles voitures, d'anciennes voitures, là, on attend tous qu'arrivent les belles journées du printemps et bien sûr de l'été là, pour sortir nos mécaniques. Là. Et le nettoyage des rues en complément. Oui, exact. Donc, écoute, j'étais très heureux et je sais que je le dis ça fait 20 ans que je répète la même chose, parce que quand j'ai acheté ma Camaro il y a une vingtaine d'années, je l'avais acheté neuve. Hein, c'est une voiture qui sortait, c'est la dernière lignée des Camaro qui sont sortis des usines de Sainte-Thérèse, là, au nord de Montréal. Et donc, c'était la dernière lignée des Camaro. On en a fait à cause justement de la dernière lignée, on avait fait un modèle spécial. Donc, c'est une de celles-là que j'ai acheté. Et ça fait 25 ans qu'à toutes les fois où je la sors l'été, je me dis tout le temps, maudit que c'est le fun de conduire cette voiture-là. Tu sais, c'est toujours le même plaisir renouvelé. Quand on est passionné, on est passionné. Et c'est le cas dans notre émission ce soir. C'est notre petite parenthèse. Ouais, c'est ça. C'était le monsieur en moi qui parlait, là, qui s'exprimait.
C'est bien correct, j'adore ça. Ce soir, dans notre thématique des ovnis, on vient d'entendre l'extrait d'un documentaire qui est paru en 2020 de Phenomenon. Pour ceux qui sont durs comme fer, convaincus que le gouvernement nous cache des preuves, nous cache des choses, c'est un peu ça qu'on a voulu mettre en lumière avec le documentaire. Oui, c'est en fait, oui, à l'époque, quand le documentaire était sorti en 2020, j'étais avec Yannick Marceau, on avait fait une critique de ce documentaire-là, et bon, je ne repasserai pas à travers le documentaire, c'est excessivement mauvais. Complaisant à souhait, on l'entend même dans la bande-annonce, hein, c'est vraiment tous les stéréotypes là, qu'on entend, le gouvernement nous cache, puis moi je le sais, puis bon, etc. On est plus évidemment. d'une centaine à avoir de façon globale identifié des phénomènes extraterrestres. On peut pas être dans le champ, tu sais. Non, et nous autres on le sait, tu sais, puis bon. Et bref, c'est très mauvais. Ça a été fait par d'ailleurs un individu qui s'appelle James Fox, hein, qui est le réalisateur du documentaire. Et James Fox s'est spécialisé dans des documentaires sur les ovnis. Il a la foi chevillée au corps, donc absolument aucun sens critique par rapport à ce qui est présenté. Mais c'est pas tant le documentaire sur lequel je veux revenir ce soir que un principe que l'on voit dans le documentaire. Et ça m'interroge toujours. Et je crois qu'on n'avait pas vraiment abordé cette question-là, mais on va le voir. On dit souvent au Québec, hein, sur nos plaques numérologiques, je me souviens, hein, on a ce slogan-là. Mais lorsqu'il est question de phénomènes paranormaux et principalement d'ovnis, on pourrait faire exactement le même exercice avec le monstre du Loch Ness ou les fantômes, etc. Je pense que dans l'univers du paranormal, il y a ce qu'on appelle l'oubli collectif. Et dans ce documentaire-là, on voit notamment plein de trucs qui sont présentés et qui ont été clairement identifiés. Et ça, depuis de très nombreuses années. On sait, par exemple, que telle chose s'expliquait de telle manière, tel autre truc, on sait que c'était ça, un autre patente, on sait que c'était une fraude. Et tout ça a été clairement établi. Et je suis toujours renversé de voir qu'on nous ressort ces patentes-là pour nous ramener ça sur le terrain en nous disant, ben voilà, et ça redevient mystérieux. Et là, je me dis, mais coudonc, y a-tu un petit bouton là qui fait que, hop, amnésie sélective, bang, tu sais. Les hommes en noir te diraient oui. Oui, c'est ça, tu sais, avec le bâton, le stylo flasheur. Oui. Puis je me dis, mais voyons, comment c'est possible, tu sais. Et c'est vrai dans toutes les sphères. Hein. Je regarde, par exemple, on a beaucoup parlé là, ces dernières semaines et ces derniers mois parce qu'il y a la sortie d'un nouveau documentaire à Netflix, hein, sur qui reprennent en fait on y reprend des grandes thématiques de l'archéologie et on réinterprète ça avec une saveur où c'est des extraterrestres comme la série Nos ancêtres les extraterrestres ou dans le cas de ce nouveau documentaire sur Netflix qui est à l'aube de l'humanité, un truc comme ça avec où cette fois-là, c'est pas des extraterrestres, mais on essaie de nous présenter une ancienne civilisation qui serait disparue à l'époque de l'ère glaciaire, et cette civilisation aurait finalement transféré son savoir vers d'autres communautés, d'autres sociétés. Donc bref, ces gens-là, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Grecs, que ce soit les Amérindiens, les Autochtones d'Amérique centrale, là, le Mésoamérique, tous ces gens-là auraient hérité de ce savoir, de cette civilisation qui date de avant l'ère glaciaire. Et ça, c'est une théorie qui est défendue par Graham Hancock. Donc, Graham Hancock, il ne le dit pas ouvertement, mais on sent bien là un petit soupçon de l'Atlantide, de la Terre de Mu ou quelque chose comme ça. Là. La grande super civilisation très avancée qui a disparu puis qui a transféré son savoir. Et je tiens toujours, je sais, je me répète, mais c'est important que les gens comprennent que ces théories-là, ce sont des théories racistes. Et ce sont des théories racistes parce que jamais on remet en question que les Grecs ont construit l'Acropole, ont construit le Parthénon. Jamais on remet en question que les Romains ont construit des aqueducs. Jamais on remet en question que les gens du Moyen-Âge, les grands architectes, les grands tailleurs de pierre du Moyen-Âge ont construit des cathédrales fabuleuses à travers toute l'Europe. Et il faut se rappeler que ces gens-là avaient exactement les mêmes outils que les gens dans l'Antiquité, hein, un fil à plomb, un équerre, puis un savoir-faire. Et jamais on remet ça en question. Mais dès qu'il s'agit de communautés qui ne sont pas blanches et de culture occidentale,
ça devient impossible. Donc, des basanés d'Afrique du Nord auraient pas pu construire des pyramides, des Indiens, des sauvages d'Amérique centrale auraient pas pu construire des tentes dans la jungle, des gars qui se promenaient tout nus sur une île de Pâques qui auraient pas pu construire des statues. Donc, tu vois un peu le genre, dès qu'on sort de cette vision de culture blanche occidentale, là, toutes les sociétés deviennent des sociétés primitives et elles ne pourraient pas construire les œuvres qui leur appartiennent. On spoil littéralement ces civilisations d'œuvres remarquables qu'ils ont faites. Et je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais je veux que les gens le sachent. Il faut que le message passe. Ça n'a pas de bon sens de réduire ces grandes civilisations, ces grandes sociétés-là, encore aujourd'hui, en 2023, de faire d'une forme de racisme élitiste de cette manière-là, je trouve ça tout à fait à vomir. Ouais, je peux pas croire, là, on peut s'en passer. Ouais, c'est ça, c'est bon. Cela étant dit, donc on en parle beaucoup. Et là où je voulais en venir, c'est que dans le cas des énigmes archéologiques, encore une fois, on voit, à toutes les fois, on voit des reportages de ce type-là. On nous ressort des trucs, mais qui ont été expliqués. Tu comprends? Mais là, pourquoi on nous ressort? Tu sais, on le sait comment les statues de l'île de Pâques ont été faites. On sait comment elles ont été transportées. À preuve, il n'y a plus d'arbres dans l'île de Pâques parce qu'on les a toutes coupées pour transporter les statues. Et à preuve, dans le cratère du Ranuraraku, c'est une île volcanique, donc on a un volcan qui s'appelle le Ranuraraku. On a fait des carottages dans le fond du Ranuraraku et on a trouvé effectivement les vestiges végétaux des milliers et des milliers d'arbres qui ont été coupés dans l'île pour transporter les statues. Donc, tu sais, on a des preuves archéologiques qui sont, c'est même pas un soupçon, c'est pas une hypothèse, c'est un fait. Et on nous ressent ça demain, après-demain, on va nous ressortir un nouveau documentaire. Et ici, les habitants de l'île de Pâques avaient reçu la visite d'extraterrestres. Et là, je me dis tout le temps, mais comment est-ce qu'on arrive à cet oubli collectif? Comment dans cet univers-là, qui se dit, nous voulons la vérité, on veut progresser, alors que c'est pas une progression, c'est une régression. À chaque fois qu'il y a une avancée, à chaque fois que des gens trouvent des choses, on préfère ne pas y croire ou on préfère oublier. On vit dans une bulle, dans un monde à part, dans une autre dimension, un monde altéré où la connaissance scientifique ne circule pas. Et ça me renverse, je l'avoue, ça me renverse. Et la raison de l'émission de ce soir, tu vas la comprendre, c'est parce que ça rejoint effectivement, on est dans l'univers des ovnis, ça rejoint un peu cet oubli collectif. Et ça, c'est non seulement l'oubli collectif, mais la volonté d'oublier aussi. Tu comprends? Parce que si j'oublie, je garde le mystère, je garde la saveur du mystère. T'sais, donc, je préfère oublier que des anthropologues ont compris comment on avait construit les statues de l'île de Pâques. Je préfère oublier qu'on nous a expliqué comment les pyramides avaient été construites avec des bassins, qu'on amenait les blocs, etc. On a même trouvé les rampes aux côtés des pyramides. Je préfère oublier ça parce que ça me permet de continuer de fantasmer sur un monde imaginaire. Ouais. Et d'en faire fantasmer d'autres. Oui, et là, tu te dis, mais là, écoute, mais où est-ce que... Et ça montre bien... Et tu sais, je perds un peu ma voix. Tu sais, je me dis bon, c'est quoi mon message. Tu sais, je sais que je mets ma pierre à l'édifice, mais j'ai l'impression aussi un peu de prêcher dans le désert parce que t'as comme l'impression que le message ne passe jamais. Tu te dis mais voyons. Ça a été expliqué, ce truc-là. C'est l'inexpliqué. C'est quand les gens nous disent dans l'univers du mystérieux, on nous dit ce phénomène-là, il est inexpliqué. Il faut bien comprendre que quand ils disent que c'est inexpliqué, il faut sous-entendre ou il faut lire entre les lignes. Ça veut dire c'est inexpliqué et je veux que ça reste inexpliqué. Ouais. Tu comprends-tu? Et là, il y a un marketing autour de ça, puis voilà. C'est payant que ça reste de même. Voilà. Et le cas, par exemple, dans The Phenomenon, c'est qu'on a vu, et aujourd'hui, je veux simplement m'arrêter sur des photographies, par exemple, dans le domaine des ovnis, comme on n'a pas l'extraterrestre,
ou à moins qu'il soit caché dans une zone 51 quelque part. On n'a pas un extraterrestre dans un bocal parce que visiblement ils l'ont occulté à Roswell. Là. Il nous reste pas grand-chose en dehors des témoignages et souvent des films photos qui circulent beaucoup et on se raccroche à ça. Puis c'est souvent dans l'univers du paranormal. Et c'est vrai avec les ovnis, mais c'est vrai avec tout autre domaine, toute autre thématique. C'est la multiplication des pronoms indéfinis. Des experts disent, un témoin raconte, un politicien ou un proche du gouvernement a dit. C'est qui ça? C'est on dit, on prétend, un expert. On aimerait ça de temps en temps avoir des noms, tu sais, parce que tous ces gens-là qui nous font la propagande de leurs histoires, ben finalement, ils n'ont jamais personne à nous offrir, tu sais. C'est toujours, tu connais l'expression, c'est l'homme qui a vu l'ours. Il y a des activités comme dans The Phenomenon. Quand tu regardes ça, on a entendu dans la petite bande-annonce, on a entendu un homme qui disait on a récupéré des débris, les autorités ont des preuves, etc., etc. Cet homme-là qui dit ça, c'est Edgar Mitchell, un des astronautes qui a marché sur la Lune avec Apollo 14. Et là, on se dit, hey, écoute, un gars qui a marché sur la Lune, ça doit être vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle le billet d'autorité. On a vu que le fait d'avoir un diplôme en microbiologie, ça n'empêche pas des médecins de dire des bêtises, comme on a entendu durant la crise du Covid-19, la pandémie du Covid-19. Veut dire c'est pas parce que, puis faut se rappeler, on se dit, ben là, gars, est-ce que je dois croire Edgar Mitchell qui me dit que le gouvernement a des extraterrestres en laboratoire ou qui ont des débris de soucoupe volante? Si Edgar Mitchell, qui est un astronaute, le dit, ça doit être vrai. Ben, je tiens à rappeler aux auditeurs qu'un autre astronaute, qui lui était le commandant de la mission, qui était le pilote du lemme lunaire d'Apollo 15, qui était James Irwin. Et James Irwin, lui, qui était un fondamentaliste religieux, il croyait que l'arche de Noé était sur le mont Ararat en Turquie. Fait que, tu sais, tu te dis, ben là, à deux mots, tu choisis le moins. Tu veux-tu croire que l'arche de Noé, c'est le mont Ararat en Turquie ou que le gouvernement nous cache des... Tu sais, tu peux pas faire un tri, dire, lui, c'est bon ce qu'il dit, puis lui, c'est pas bon. Tu sais, tu détermines ça comment? Avec ton urine? Tu détermines ça avec quoi? Avec, tu t'es levé un matin puis t'avais envie de croire à ça? Tu sais, dans le cas d'Edgar Mitchell, et c'est encore une fois, on nous montre, on nous crache ça dans le visage. Moi, je te le dis, Camille, je suis tellement tanné de me faire prendre pour un cave. Puis je me dis que les gens qui nous écoutent, il doit en avoir des gens comme moi qui réagissent en disant, mais voyons donc, je suis tanné de me faire prendre pour un crétin, tu sais. Là, on voit ce Edgar Mitchell qui dit, ah oui, le gouvernement a des patentes, puis il nous cache ça. Là, on voit ça dans le Phenomenon, le documentaire. Et encore une fois, on joue l'argument d'autorité, Oh, c'est sérieux, c'est l'astronaute Edgar Mitchell qui dit ça. Mais Edgar Mitchell, quand tu lui posais la question, si on écoute les entrevues qu'il a données au complet, pas isoler une phrase, mais écoutez ce qu'il disait. Edgar Mitchell disait, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui dit que le gouvernement a récupéré des débris. On dit ça, mais lui, il dit qu'il n'a jamais rien vu, par exemple. Tu comprends-tu? C'est encore une fois l'homme qui a vu l'autre. Moi, j'en ai rien à cirer que Edgar Mitchell connaît un gars qui connaît un gars qui connaît un gars en qui il a toute confiance, qui a dit qu'il y avait une soucoupe volante dans un hangar. J'en ai rien à cirer de ça. Lui, ce qu'il dit, Mitchell, c'est qu'il a jamais rien vu de ça, par exemple. Et c'est ça qu'on nous crache comme ça dans le visage, on nous prend pour des idiots. Puis là, je me dis, mais voyons, tu sais, quand je te disais ce manque que j'ai de dire, mais coudonc, il est où cette quête-là de la vérité, ce sacro-saint de dire, tu sais, le mot science, c'est un peu ce que ça veut dire. La science, c'est la quête de la vérité. C'est ça que ça veut dire. Mais on n'a pas envie de ça. Si tu te dis, mais là, voyons, c'est quoi ce truc-là? Et là, évidemment, je suis dans ma partie éditoriale, mais je vais quand même donner des exemples très frappants, puis tu vas voir où ça va, jusqu'où ça peut aller. Il y a quelques semaines, et on va revenir tantôt à Phenomenon, tout ça, mais l'idée de l'émission de ce soir m'est venue, c'était il y a 3 semaines à peu près, j'étais de passage à l'émission Salut Bonjour, où j'ai une chronique tous les mercredis matins, et j'ai parlé d'un événement qui s'était produit en mars 1978. Et c'est ce qu'on a appelé les photographies d'OVNI du réservoir de Baskatong. Donc, l'événement en tant que tel, là,
les gens, le public québécois découvre cette histoire-là le 13 mars 1978 lorsque le quotidien de Montreal Star publie en première page de son édition que 2 individus qui se trouvaient quelques jours plus tôt dans la région du réservoir de Bascatong, qui se trouve près du Mont Laurier. Là, on est très au nord de Montréal. Là. Et donc, les gens étaient dans ce coin-là, réservoir Bascatong, qui est bien connu par les amateurs de pêche, par les amateurs de plein air, par les amateurs de canot-kayak et de chasse. C'est vraiment un endroit magnifique. Et très, très, très bucolique. Et les gens, c'est vraiment, si on aime le sport de plein air au réservoir Bascatong, on va trouver ce que l'on cherche. Ah, okay. Ouais, c'est sûr. Donc, on a ces 2 bonhommes-là. Bon, dans l'émission de Salut Bonjour, j'ai dit, il était là pour aller à la pêche. Là, quelqu'un me dit, il était pas là pour aller à la pêche, il était là pour aller à la chasse. Ça n'a pas d'importance qu'il était là pour aller à la pêche, à la chasse. Si on regarde les récits qui ont été faits, dans un récit, par exemple, dans le cas du journal Montreal Star, on nous dit, ils étaient là pour une randonnée. C'est ce que l'on dit. Ah, okay. Dans un autre ouvrage, on nous dit qu'ils étaient là pour la chasse. Dans un autre, on dit, de toute façon, qu'ils étaient là, même s'ils avaient été là pour aller s'acheter des cigarettes au dépanneur, ça change rien à la donne. C'est qu'il était à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est de nos 2 bonhommes. Ils racontent, on est allé au réservoir de Bascatong, soit pour pêcher, soit pour chasser, soit pour faire du kayak, soit pour acheter un terrain, ça a peu d'importance. Là. Ils se trouvent dans la région du réservoir de Bascatong. Et là, ils disent, voilà, dans la soirée, on était près du lac et on a vu arriver un objet lumineux. Et l'objet s'est immobilisé au-dessus du lac. Les 2 bonhommes en question, c'est y a un type qui s'appelle Jacques Lavoie et l'autre s'appelle Richard Huot. Et là, ils disent, ben voilà, on regardait l'objet et puis Richard Huot avait un petit appareil, mais c'est un genre instamatique de l'époque. Là, on peut se rappeler qu'on est dans les années 70, un petit appareil qui était pas vraiment efficace pour prendre des photos nocturnes. Donc, il a pris quelques photos, mais apparemment, ça n'a rien donné. Alors que son compagnon, Jacques Lavoie, lui, possède un appareil plus sophistiqué qui peut régler la durée de la prise de vue, etc. Donc, il va réaliser une série de photographies. Ce sont ces photographies qu'on voit à la une du Montreal Star. Donc, ils ont pris 4 photographies. L'image qui est présentée à la une du Montreal Star, on voit Jacques Lavoie et Richard Huot qui tiennent dans leurs mains 4 agrandissements 8-10 de cet objet qui ressemble un peu à un bol renversé. Et on peut voir en premier plan les branches des arbres et l'objet semble plus éloigné dans le ciel. Donc, c'est ce qu'ils vont raconter. Et là, ben évidemment, ça soulève énormément d'intérêt, cette histoire d'OVNI. Mais curieusement, les hommes vont agir étrangement, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'ils vont raconter, c'est qu'ils sont allés là-bas, ils ont vu cet ovni, ils l'ont pris en photographie. À leur retour, ce sont des gens qui habitent à l'île Perrot. Lorsqu'ils sont revenus à l'île Perrot, ils ont essayé de contacter des médias francophones, Journal de Montréal, je crois qu'à l'époque, il y avait aussi le Montréal Matin qui existait, la presse, tout ça. Mais les médias, les journaux francophones se sont montrés peu intéressés par leur histoire. Alors que le Montreal Star, lui, a envoyé un journaliste, puis fait une entrevue avec les 2 bonhommes qui racontent leur histoire. Et après ça, le Montreal Star, l'article du Montreal Star sera repris éventuellement dans d'autres médias anglophones, mais sera également repris dans des médias francophones après. Autrement dit, les médias francophones vont suivre la parade, mais ils ont manqué le scoop. Là. Ouais. Donc, on va retrouver dans des journaux, 2 ou 3 jours après, des entrefilets, des pêcheurs ou des randonneurs ou des gars qui se trouvaient au réservoir de Bascatong ont photographié un ovni. Et là, donc, l'histoire commence à circuler et à ce moment-là, il y a au Québec une organisation qui s'appelle UFO Québec. C'est un groupe d'amateurs, mais ce sont des amateurs très sérieux. Ils prennent vraiment l'histoire des ovnis à cœur. C'est un groupe, certains d'entre eux d'ailleurs ont de solides formations académiques où il y a un ingénieur notamment qui travaille là-dedans. Donc ce sont des gens qui sont très intéressés par la question des ovnis. Bien sûr, cette histoire-là, des photos de Bascatong ne leur échappe pas, donc ils vont éventuellement prendre contact avec nos 2 bonhommes, mais principalement avec Jacques Lavoie, puisque c'est lui qui a pris les bonnes photographies. Et là, au moment où on commence à enquêter, il y a une situation qui est un peu particulière, c'est-à-dire que Jacques Lavoie veut bien qu'on enquête sur les photos, il veut bien qu'on parle des photographies, mais en même temps, il est comme réticent.
Et il va, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'éventuellement que ses photos fassent beaucoup de sous. Hein. Lui, les gens autour de lui disent, hey, tu vas faire de l'argent avec ça. Puis, alors, il veut pas trop que les photos circulent. Hein. Il veut garder le contrôle de l'image. Donc, quand les gens du UFO Québec se présentent chez Jacques Lavoie pour analyser les photographies, ben là, évidemment, Jacques Lavoie, lui, veut savoir combien que ça va me rapporter, ces photos-là. Mais tu comprends que UFO Québec, c'est pas leur mandat. Eux autres, c'est un groupe qui enquête sur les ovnis. Ils sont pas là pour faire du commerce avec les photos d'ovnis. Donc, on essaie de motiver Jacques Lavoie en lui disant, ben, prête-nous tes photos. Puis si éventuellement les photos sont authentiques, ben, t'auras quelque chose de plus à vendre après. Tu sais, je veux dire, si on reconnaît que les photos sont authentiques. Mais en même temps, tu sais, Jacques Lavoie, il veut, mais il veut pas trop. Tu sais, il prête le négatif. Puis quand les gens viennent pour mettre la main dessus, puis ils leur tirent. Tu sais, il y a comme une espèce de réticence. Mais bref, éventuellement, les photos seront analysées. Et les gens du UFO Québec vont conclure que les photos, il n'y a pas eu de retouche sur le négatif, ça ne semble pas être une double exposition, donc les photos montrent quelque chose dans le ciel. Donc ça, c'est clair. La photo est authentique. Tu comprends? Donc, la photo est authentique. C'est un peu comme moi qui a photographié mon petit-neveu sur les genoux du Père Noël. La photo est authentique. Hein? C'est une vraie photo avec un vrai Père Noël puis mon petit-neveu sur ses genoux. La question qu'on peut se poser, c'est le Père Noël est-il le vrai? C'est ça. Le mien était le vrai. Le mien au centre d'achat, là, chez moi, ça c'est le vrai. Il était authentique. Vous autres à Québec, vous avez des faux Père Noël. Là, mais ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un vrai. Nous autres, le vrai, il vient ici. Donc. Parfait. Fait que c'est la question de la photo aussi. Oui, c'est ça. Donc la photo, elle est authentique. Il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'on voit sur la photo? Est-ce un vrai ovni ou non? T'sais? Moi, je pitche un frisbee en l'air, puis je le prends en photo, puis je te dis c'est un ovni. La photo est authentique. S'agit-il d'un ovni ou s'agit-il d'un frisbee? C'est là la question. Donc bref, c'est un peu ce qu'il va faire. Cette photo-là, c'est assez curieux parce que ce sont des belles photos. Hein. Les photos sont bien réussies. Mais on se serait attendu à les voir circuler énormément, mais visiblement, Jacques Lavoie n'a pas trop organisé des séances de reproduction des photos. Hein. Moi, j'en ai une copie dans mes archives. Il y a 3 ou 4 personnes au Québec qui en ont des copies également, mais c'est très, très limité. Hein. Puis ensuite de ça, je pense que la seule publication livre, si on parle d'un livre, où on voit ces photographies, c'est moi je les ai présentés dans mon livre Enquête sur les ovnis au Québec, là, les ovnis au Québec. Mais avant ça, je pense que le seul ouvrage qui les reprenait, c'est un ouvrage écrit à la fin des années 70 par un type qui s'appelle Jurko Bondarchuk, qui s'appelle OVNI, et qui montrait les photos à l'intérieur, mais tu sais, c'est à peu près tout. Là, les photos n'ont pas particulièrement circulé. On va les retrouver l'année suivante, en 79. Il y avait une émission qui était très éphémère, qui a joué à ce qu'on appelait à l'époque Télémétropole, qui est devenu TVA. Donc, à Télémétropole, le Canal 10, CFTM, Canal 10, il y avait une émission qui était animée par un vulgarisateur scientifique qui s'appelait Jacques Lebrun. Les gens de ma génération se rappellent de Jacques Lebrun comme étant le monsieur météo du réseau de Télémétropole, de TVA, mais c'était également un excellent vulgarisateur pour ce qui touchait le domaine de l'espace. D'ailleurs, c'est lui qui avait commenté en direct l'atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Okay. Donc, c'est un vieux de la vieille. Il était là depuis longtemps et dès qu'il y avait des trucs scientifiques, c'était pour le réseau TVA, c'était invariablement le prof Lebrun, qui n'était pas prof de toute façon, là, mais c'était un titre qu'on lui donnait. Donc, le prof Lebrun, bonhomme très sympathique. Et le prof Lebrun, donc, avait une émission, on est en 1979, qui s'intitule « Les chemins de l'inconnu ». Donc, une émission qui était assez éphémère, hein, qui a eu 9-10 épisodes à peu près, qui touchait un peu le domaine du paranormal et de l'étrange. Et dans cette émission-là, on a eu droit à cette présentation. Donc, il y a eu un épisode sur les ovnis du réservoir de Baskatong. On a montré les photographies.
Et de mémoire, écoute, là, ça remonte là, quand même, là, 1900, parce que j'ai pas de double de cette émission-là. Si quelqu'un l'a chez lui, je serais très heureux de la prendre. Avis aux collectionneurs. Avis aux collectionneurs qui ont tout tapé, là. Mais bon, moi, j'ai pas de double, mais je me rappelle, et à l'époque, il y avait pas de magnétophone, mais je me rappelle avoir vu l'émission en direct. Et à l'époque, donc, je crois qu'il y avait une entrevue avec Jacques Lavoie, qui parlait comment il avait pris des photos au réservoir de Bascatong, et on les montrait. Et après ça, ça a été un peu l'éclipse. Les photos disparaissent, et merci, bonsoir. Bon, c'est fini. Et c'est parce que ça n'a pas suscité beaucoup l'intérêt ou c'est vraiment là, une question de manque de ressources de copies photos? C'est un peu étrange. Avouons-le, c'est un peu étrange. Il y a comme quelque chose qui s'est passé. Et puis éventuellement, les années passant, les photographies du réservoir de Bascatong sont devenues un peu comme un mythe au Québec. Hein? Quand on parle des histoires d'ovnis, on dit ah oui, l'ovni de la place Bonaventure à Montréal, les ovnis de la place, l'ovni de la place du réservoir de Bascatong, c'est devenu un peu comme une légende. Hein? Ça a presque un statut mythique les ovnis de Bascatong. Okay. Et puis à un moment donné, j'ai, dans une émission, on est en 2016, on est le 11 mars 2016, 2018, le 11 mars 2018, et pour souligner le 50e anniversaire de 78, 88, 98, ouais, c'est ça, le 40e anniversaire de l'OVNI de Bascatong, pas le 50e, mais le 40e anniversaire de Bascatong, je participe à une émission, à 98.5 FM à Montréal pour le mentionner, et c'est une émission qui est animée par Mathieu Beaumont, ça s'appelle Week-end Extra, et je faisais des interventions toutes les semaines pour parler des éphémérides, hein, qu'est-ce qui avait marqué en telle date ou à telle époque l'histoire de l'étrange au Québec, et je parle de cette histoire de l'OVNI de Bascatong, exactement comme je viens de le faire avec toi, là, tu sais, je raconte grosso modo les circonstances dans lesquelles les photos ont été prises et tout ça. Et au sortir de l'émission, il y a la recherchiste qui me dit, il y a un type qui a appelé, puis il veut absolument te parler. Ce type-là s'appelle Frédéric Lavoie. Et évidemment, je fais l'association. Frédéric Lavoie, celui qui a pris les photos, c'est Jacques Lavoie. Je m'imagine qu'il doit y avoir un lien. Donc, et il m'a laissé son numéro de téléphone. Donc, je le contacte. Et Frédéric Lavoie, c'est effectivement le fils de Jacques Lavoie. Et il me raconte que son père est décédé il y a quelques années. Et là, il me dit, écoute, il faut que ça arrête, là. C'est une fraude, cette affaire-là. Et il m'explique, il dit, tu sais, ces photos-là, il dit, à l'époque, mon père travaillait, en fait, il prenait des cours de photographie, et l'idée lui est venue comme ça, parce qu'il avait appris un peu dans ses cours de photographie, comment faire, par exemple, les longueurs de distance, tu sais, le foyer de la photo, etc., ouais. Profondeur de champ. Et il s'est amusé avec son ami Huot de dire, ben là, on va essayer de faire une fausse photo d'OVNI, tu sais. Et ils ont fait des fausses photos d'OVNI. Et celles-là ont bien sorti. Et là, il m'explique tout ça, comment ils s'y sont pris, la maquette, comment ils l'ont éclairé, comment ils ont pris la photo, etc. Et ce Frédéric Lavoie, a même participé au 98.5. Il est intervenu la semaine suivante, le 18 mars 2018. Il était en ondes pour raconter comment son père avait truqué les photos de Bascatong. Et avait fraudé le Québec. Et j'aurais pu faire entendre cet extrait-là ce soir, mais pour des raisons, tu comprendras, qui sont commerciales, ouais. Entre le 80, on peut pas le faire entendre. C'est correct. Mais les gens qui ont accès aux archives du 98.5, je vous donne la date, c'était le 18 mars 2018. Frédéric Lavoie a raconté comment son père a truqué les photographies. Et lui a pété la balloune de décennies, là. Il a dit, non, ça faut que ça arrête, là. On met un trait à cette histoire-là. Voilà. Donc, et l'affaire est partie comme ça, c'est-à-dire, mon père, à l'époque, était très intéressé par ces photos-là. Et puis après, il a comme passé à autre chose. Tu sais, ça a été un trip de même photo, puis hop, ça passe à autre chose. Puis il dit éventuellement, même, on n'a même plus, dans la famille, on a longuement parlé de cette histoire-là. Puis éventuellement, on n'a même plus les négatifs de ça. Tu sais, ça a été comme perdu, tout ça. Mais il me raconte cette histoire-là. Il me raconte d'ailleurs comment son père avait pas nécessairement une très bonne opinion des amateurs d'OVNI, hein, parce qu'il s'étonnait de voir comment des gens avaient cru à ça, alors que pour lui, ça semblait simpliste. Tu sais, une maquette, accrocher un fil, tu prends une photo, bang, puis là, t'as plein de gens qui disent « Ah, c'est authentique », puis ils disent « Tabarnouche, c'est un peu poche », tu sais, c'est comme... Fait qu'il y avait une vision un peu
pas nécessairement dithyrambique lorsqu'il parlait des amateurs d'OVNI. Là. Il a comme voulu faire un test de QI en même temps. C'est un peu ça, tu sais. Et donc, mais pour en revenir, hein, donc ça, c'est une histoire. L'histoire des photographies de Baskatong ont perduré jusqu'en 2018. En 2018, la fraude a été révélée par le fils, qui est quand même proche du témoin principal. Hein? C'est le fils. Il a vu comment tout ça s'est fait et tout l'intérêt que ça a soulevé. Ben, crois-le ou non, depuis que j'ai révélé ça, les gens dans le milieu des ovnis, c'était vrai, il y a 2 semaines encore, je nommerai pas de nom, mais écoute, il y a même un ufologue québécois qui va écrire sur son site web, je pense que Christian Page invente ça. Je pense qu'il a jamais parlé avec Frédéric Lavoie. Ben non, j'utilise son nom, tu sais, voyons les gens. Oui, tu dis, là, on est littéralement dans l'antichambre de la maladie mentale. Tu sais, c'est un peu comme si moi, je me promènerais partout au Québec en disant, oui, Camille, elle me dit qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres ou qu'elle avait fait une fraude à l'impôt. Ben écoute, peux-tu te dire que ce sera pas long que j'aurai une mise en demeure? Tu sais, tu me laisserais pas utiliser ton nom comme ça. Alors, tu comprends, si c'était pas vrai, puis si Frédéric Lavoie avait pas raconté cette histoire-là à la radio du 98.5, ben je me permettrais pas d'utiliser son nom de cette manière-là, puis de raconter ce qu'il m'a raconté ou ce qu'il a raconté à tous les auditeurs. Mais là, tu dis, là, comment on en arrive? Moi, c'est la mécanique, j'avoue, là. Je dérape, là. Mais comment on arrive à ça? Comment, par exemple, un ufologue va aller écrire sur son site web pourrait... Moi, je pense que Christian Page invente ça. Ben, d'abord, c'est pas Christian Page, c'est Frédéric Lavoie. Tu sais, c'est pas moi, là. Moi, je ne suis que le porte-parole. Tant qu'à y être, tu pourrais dire aussi le 98.5, puisque c'est eux qui ont qui ont diffusé l'entrevue. Qui avait été... Là, tu dis, mais faut vraiment que... j'ai pas d'autres mots, là. T'es dans l'antichambre de la maladie mentale, là, tu sais, là. Et l'objectif de ça, c'est... Même un des ufologues de l'époque qui avait enquêté m'a écrit en me disant... Les photos sont authentiques. Je les ai regardées au microscope. Ça change quoi que tu les aies regardées au microscope? C'est ça, c'est que la photo n'a pas été truquée, mais on a fait un trucage pour prendre la photo. C'est difficile à expliquer aux gens, ça. Oui, tu veux dire, si j'ai une photo du Père Noël, si je reviens à la photo de mon neveu, c'est les genoux du Père Noël, t'aurais beau regarder la photo au microscope, le Père Noël a l'air du Père Noël. Tu sais, tu verras rien, là. La photo, c'est sa photo, tu sais. Et là, j'ai regardé la photo, mais ça change rien. La photo est truquée pareil. C'est pas la photo qui est truquée, c'est l'objet qu'ils ont utilisé qui est pas une vraie patente. C'est l'intention de la photo. Et là, il rajoute, moi, je suis déjà allé au réservoir Baskatong, puis j'ai vu des ovnis. Et so what? Ça change quoi? Moi, je te dis que ces gars-là, la voix et haute, ils n'ont pas vu d'ovnis, ils ont truqué une photo. Que des gens aient vu des ovnis avant, qu'ils en aient vu après, qu'ils en aient vu en même temps, j'en ai rien à battre. Ces photos-là sont truquées. Point. Donc, tu vois, il y a comme tout... Et ça m'échappe. Je me dis, mais voyons donc, comment on en arrive à... Et là, j'avoue, hein, je baisse les bras. Comment on en arrive à ça? Je l'ignore. Ce qui nous amène, en fait... à notre documentaire qu'on a fait. Ben là, c'était le dossier de l'OVNI de Baskatong. Oui. Et je le répète, hein, la photo a été avouée truquée et Frédéric Lavoie, dans une entrevue accordée au 98.5, je le répète, le 18 mars 2018, il a raconté comment on avait fabriqué les photos. Et cela, ça nous amène à notre fameux reportage de Phénoménon en 2020. C'est un mauvais documentaire, je l'ai mentionné en début d'émission. Encore une fois, c'est la multiplication des pronoms indéfinis, monsieur un tel, machin, on n'arrive jamais à savoir. Mais il y a un élément là-dedans qui m'a comme renversé. C'est la multiplication de films ou de photos truquées qu'on nous montre et qui ont été expliquées. Et je te donne et encore une fois, ça me ramène à notre affaire de Baskatong, tu sais. C'est quoi cet oubli collectif, là, tu sais, c'est où tu fais pas ta recherche, ou tu sais quoi, t'espères que les gens sont des ignorants puis qui verront pas ta fraude. Tu sais, il y a une chose est certaine, c'est que ces gens-là ne sont pas motivés par la vérité. Fait que quand ils nous font des documentaires en nous lançant on cherche la vérité gros comme le bras, c'est pas vrai. Tu sais, c'est ça qui est dérangeant. Dans le cas, par exemple, du documentaire Phénoménon, j'ai choisi un élément. J'aurais pas en choisir 70. C'est tellement un mauvais documentaire. Mais j'en ai choisi un.
On nous montre, parce que c'est un classique, on nous montre deux photographies qui ont été prises à McMainville, en Oregon, en 1950. On est en mai 1950, et il y a un type qui s'appelle Paul Trent, qui va prendre deux photographies d'OVNI, où on voit en plein jour une espèce de soucoupe volante dans le ciel. Donc, il prend ces deux photos, et ces photographies, par un concours de circonstances, c'est pas vraiment lui qui a voulu les publier, il a pris ces deux photos, mais éventuellement, sa sœur est passée à la maison, puis son beau-frère, puis éventuellement, à force d'en parler, un d'entre eux a pris les photos puis est allé porter au journal local qui les a publiées. Donc, c'est comme ça que les photos se retrouvent dans la presse. C'est pas une démarche de Paul Trent, c'est une démarche de d'autres personnes. Et éventuellement, à partir du moment où les photos ont été publiées, ben là, Paul Trent a embarqué en disant, ben oui, je suis sorti dehors, puis j'ai vu la soucoupe volante, puis les photos se sont même retrouvées. De mémoire, c'était le Life Magazine qui l'avait publié. D'ailleurs, les négatifs sont demeurés ou perdus chez Life Magazine. Le Time ou Life Magazine, là, je ne veux pas m'avancer, mais c'est l'un ou l'autre, pendant des années. On ne savait plus où ce qui était passé les négatifs, et éventuellement, en faisant du nettoyage, cet éditeur-là, soit Time ou Life Magazine, peu importe, a retrouvé les négatifs des photos de Paul Trent. Ouf, OK. Bon. Et donc, c'est deux photographies prises en plein jour. Bon. Ce qui est important de dire à propos de ça, et des mensonges que l'on entend dans le film Phenomenon, je prends ces photos-là parce que ce sont des classiques. N'importe qui s'intéresse aux ovnis, vous tapez, ou qui nous écoute ce soir, vont simplement taper Paul Trent UFO dans leur moteur de recherche, puis ils vont voir les photographies en question. Donc, dans le documentaire de Phenomenon, on nous montre ces deux photos, et on nous dit, à l'époque, il y avait eu une enquête qui avait été menée dans les années 50 et 60 par le département de la Défense aux États-Unis, qui était le projet Blue Book, et au milieu des années 60, le Blue Book était un peu contesté par les gens. On se disait, ouais, mais tu sais, c'est l'armée, tu sais, l'idée du complot. Est-ce que l'armée nous dit toutes les affaires, etc. Donc, l'armée, pour se dédouaner un peu, ont engagé l'Université du Colorado et ils leur ont offert de mener une enquête parallèle pour voir si eux, qui étaient une organisation civile, arriveraient aux mêmes conclusions que l'armée. Mais en même temps, c'était l'armée qui fournissait les subsides. Tu sais. Bon, il y avait peut-être un peu de... Ça manquait d'indépendance. Ça manquait d'indépendance. Mais néanmoins, le projet Colorado a enquêté là-dessus. Or, dans le documentaire de Phenomenon, on nous montre les fameuses photos de Paul Trent et on nous dit qu'à l'époque, en 1967, le projet Colorado, donc dépendant du département de la Défense, avait enquêté sur ces photos et avait jugé que les photos étaient authentiques. Alors que c'est pas vrai. Quand tu lis le rapport Colorado, c'est pas ça qu'on nous dit à propos des photos de Paul Trent. Ce qu'on nous dit, c'est que, et textuellement, là, pas besoin de chercher le midi à 14 ans, là, procurez-vous le projet Colorado, là, le cas en question, il est détaillé, on nous dit, ces photographies, on ne sait pas si elles sont truquées ou non, mais elles montrent exactement ce à quoi on serait en droit de s'attendre pour un grand objet évoluant loin dans le ciel. C'est ça que ça dit. Ah, OK. Fait qu'on reste dans le légal, là. C'est ça. N'importe quoi. C'est ça. Ça dit pas que c'est truqué. Puis on confirme pas l'authenticité. On dit ces photographies montrent ce qu'on est en droit de s'attendre. Donc, sous-entendre que si c'est un trucage, il est particulièrement bien réussi. Parce que la photographie est conforme à ce à quoi on est en droit de s'attendre. Donc, ça fait toute une différence. Dans le ciel, ça va ressembler à ça. C'est ça. Donc, tu vois la différence entre le gouvernement juger les photos authentiques et le gouvernement dit ça ressemble à quelque chose qu'on serait en droit de s'attendre. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est pire, c'est qu'en 2013, avec l'avènement de toutes sortes de systèmes informatiques, ce qu'on n'avait pas d'ailleurs dans les photographies de Bascatong, parce qu'on était dans les années 70, mais en 2013, grâce à l'avènement de l'informatique, on est en mesure de faire une analyse beaucoup plus pointue des images. On est capable, par exemple, de voir on est capable de faire ressortir dans le grain de la photo des éléments qui nous auraient échappé, même passés à la loupe ou au microscope, parce que le système informatique va calculer des millions d'algorithmes pour voir s'il y a une anomalie qui ressort quelque part. Et dans le cas des photos de Paul Trent, rappelle-toi, là, le documentaire de Phenomenon, c'est un documentaire de 2020. Or, en 2013, 7 ans
7 ans avant le documentaire de Phenomenon, les photographies de Paul Trent ont été analysées par des experts qui ont utilisé des mécanismes qui s'appelaient IPACO, des spécialistes de l'image, dont notamment un spécialiste de l'imagerie militaire en France qui s'appelle François Louange. Et l'analyse de la photographie a clairement montré la présence d'un fil au-dessus de l'OVNI. Et quand on prend la photo non recadrée, parce que très souvent quand on monte les photos cadrées, on voit une partie de la maison de M. Trent, puis on voit l'OVNI au loin. Mais et ça, généralement, c'est la photo recadrée. Mais la photographie originale, au complet, on voit juste au-dessus de l'OVNI, on voit 2 fils électriques ou 2 fils d'une corde à linge. Okay. Donc, et visiblement, l'analyse de 2013 montre qu'il y a un fil qui part de l'OVNI et qui rejoint cette fameuse corde à linge, là. Donc, l'OVNI n'est rien de plus qu'une maquette suspendue à une corde à linge. Et Paul Trent a pris 2 photos, mais ces photos ont été bien prises parce que avec la luminosité, l'ambiance, etc., ça a donné d'excellentes photographies. Mais la messe est dite. La science a parlé. Les photographies de Paul Trent sont une maquette accrochée à une corde à linge. Point barre. Or, comment une analyse des photos qu'on a suspectées longtemps d'être des trucages, déjà, c'est pas la première fois, déjà dans les années 60, 70, plusieurs sceptiques avaient déjà évoqué la possibilité que les photos étaient truquées. D'ailleurs, le non-attention que Paul Trent faisait au négatif quand on lui disait où sont les négatifs, je m'en sac. Si le gars il a photographié un ovni, il aurait dû être plus préoccupé par ses négatifs, ce qui n'était pas vraiment le cas. Donc déjà, même si on n'avait pas une preuve, disons, déterminante, la réaction de Paul Trent quand on parlait des photos laissait supposer qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Mais en 2013, l'analyse d'IPACO révèle sans l'ombre d'un doute que ces photographies sont truquées. Or, comment le fait qu'on ait une analyse en 2013 qui montre sans l'ombre d'un doute que ces photos sont truquées, comment peuvent-elles se retrouver dans un documentaire en 2020, 7 ans plus tard, un documentaire qui nous fait la promotion de la vérité et où on consacre 15 minutes à l'analyse de ces photos pour nous dire qu'elles sont authentiques? Je te pose la question, Camille. C'en est une bonne. On peut aller à la pause. J'aurais dû y aller avant, mais on peut aller à la pause. Et je vais te revenir avec une autre photographie ensuite qui continue de faire débat aussi. Parfait. Radio X-Files. Radio X. Le space. Salut Richard. Besoin d'un petit remontant? C'est ça qu'on veut. Le soir, j'ai sauvé les meubles chers. On a ce qu'il vous faut. Le Space Cast. Avec JF Rich Blais et Camille. On repassera. Lundi au jeudi, 20h. Radio X. Présenté par le Quartier Général. Parce que qui dit beau temps, dit 5 à 7, on vous attend à notre nouveau bar extérieur. Près de 100 places assises, une ambiance de feu, des drinks vraiment pas chers et un menu bistrot pour tous les goûts. Barquartiergénéral.com. C'est l'heure Toyota chez Charlesbourg Toyota. Procurez-vous le RAV4 hybride 2023 dès maintenant. Un modèle puissant et sportif, agréable à conduire. Magasinez-le en ligne ou passez nous voir. Chez Charlesbourg Toyota, Henri Bourassa. La saison de vélo est maintenant lancée et c'est à la Vie Sportive que vous trouverez votre prochain vélo. Découvrez nos nouveautés. Bianchi, Electra, Trek et Fuji. Vélo de route, de gravel ou de montagne, nos experts vous conseilleront pour trouver le vélo qui vous convient. Obtenez jusqu'à 30% de rabais sur les vélos et 15% sur tous les accessoires à l'achat d'un vélo. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avec nos techniciens d'atelier, que ce soit pour une mise au point ou un positionnement. La Vie Sportive, par l'Accordé, votre spécialiste vélo depuis plus de 40 ans. Adrénaline Sport Québec se donne des airs de salon. Pendant sa semaine nautique Cap sur l'été du 17 au 22 avril, viens profiter du meilleur deal. Exclusivement pour l'événement, à l'achat d'un bateau ou d'un ponton neuf, obtiens le plus bas prix de l'année. Jusqu'à 5 000 $ d'essence, jusqu'à 5 000 $ en accessoires et une livraison garantie avant la Saint-Jean. La vie nautique à votre portée. Plus que jamais pendant la semaine nautique Cap sur l'été du 17 au 22 avril chez Adrénaline Sport Québec. Ouvert exceptionnellement jusqu'à 16h le samedi. Conditions et détails en magasin. 10 pouces, 5 $. 10 pour ou 5 $. 10 pouces, 5 $. 10 pour ou 5 $. Rendez-vous
Chez Tour Jardin Québec, cherchez votre laitue romaine vivante. 10 pouces de mini romaine pour seulement 5 $. Oui, 10 salades mini romaines, 5 $ seulement. Cueillis devant vous de nos tours aéroponiques. 0 pesticides, 100% naturel. 10 pouces, 5 $. 10 pour ou 5 $. Devant le Costco Sainte-Foy, tourjardinquebec.com. Faites partie de la famille Kia Beauport. Offrez-vous le nouveau Seltos 2023. Un VUS conçu pour vous accompagner partout où vous allez. Réservez-le dès maintenant. Magasinez-le en ligne ou passez nous voir. Rue Seigneurial à Beauport. Kia Beauport, une histoire de famille. Vous avez un bloc, une maison, un terrain à vendre, n'importe où au Québec, c'est jamais trop loin avec Airfortin. Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes. Pièce d'auto économique est toujours de 30 à 35% moins cher que la compétition et baisse encore ses prix. Jusqu'au 29 avril, nous offrons un rabais de 15% sur les disques de frein de qualité supérieure Genius. De plus, nous offrons un méga rabais de 25% sur les essuie-glaces Rain-X Quantum. Et nous sommes maintenant fiers distributeurs des produits Silver Wax que nous vous offrons à 15% de rabais pour tout le mois d'avril. Pièce d'auto économique, c'est 8 magasins et un site transactionnel, livraison gratuite et produits d'entretien offerts avec les commandes de 150 $ et plus. Pièce économique.com. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Obtenez votre licence d'entrepreneur en construction avec GroupeGSC.com et sa formation ultra innovatrice et hybride. Formation en ligne, en classe ou combinez les deux. La façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. GroupeGSC.com, formé pour bâtir. Qui dit printemps dit saison du crabe des neiges et du barbecue. Régalez-vous au meilleur prix avec le grossiste Le Frigo. Une épicerie avec boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie et charcuterie. Jusqu'à 30% moins cher qu'ailleurs. Le grossiste Le Frigo derrière le centre Vidéotron à 2 pas du Grand Marché. Meilleur coût, meilleur goût. Chez Scope Vision, le concept est simple. Vous apportez votre prescription en boutique et vous repartez avec vos nouvelles lunettes Simple Vision en 1 heure. Vous profitez même des prix d'Internet avec les avantages du service en magasin. Pour des montures à partir de 49 $, direction Scope Vision. Nordique est à la recherche d'un commis aux pièces pour compléter son équipe. Poste permanent et salaire selon l'expérience. T'es titulaire d'un ASP de commis aux pièces, tu veux évoluer dans un environnement de travail agréable et stimulant? Envoie ton CV au RH@nordique avec un S.com. Sans détour. Se tromper de destinataire dans un texto ou un courriel ou un messenger. Je connais quelqu'un, ça y est déjà arrivé d'envoyer une photo de son engin à une fille, mais il a accroché. En partant sur ses colons à côté. Là. Il a accroché la story. Ça arrive. Non, mais... Ta courgette est live. Là. Sans détour. Avec Robbie Moreau. Et Louis Gauvin. Lundi au vendredi, 17h30. Radio X. Présenté par Clôture Terrien. Besoin de sécurité? D'un peu d'intimité? Maille de chaîne, composite, verre, bois de cèdre ou clôture ornementale? Pour une installation clé en main ou pour l'achat de matériaux pour votre clôture, pensez Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. ClôtureTerrien.com. Radio X Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Il nous reste plus beaucoup de temps, Christian, mais j'ai réfléchi à ta question pendant la pause. C'est comment ça se fait que 7 ans plus tard, on retrouve encore une fois cette maudite photo-là qu'on avait discartée. Ben, t'en as parlé au début de l'émission, l'oubli collectif, où les gens qui vont tout le temps remettre en cause ou en doute des nouvelles informations, entre guillemets. Puis là, on l'a regardé dans un autre angle là, que les 48 autres précédents. Puis finalement, elle serait peut-être vraie. Il y a ça aussi, hein. Il y a l'acharnement et l'oubli. Ouais. Et pour finir, écoute, c'est le summum, le king du king, là, la meilleure affaire dans ce type-là, là, si tu veux tomber dans le ridicule, là, c'est une photo qu'on appelle la photo de Petit-Réchin. Petit-Réchin, c'est un petit village qui se trouve en Belgique. Et en Belgique, entre 1989 et 1991 à peu près, certains l'étirent un peu en 92, 93, mais grosso modo, durant 89, 91, il y a eu une vague importante d'observations d'OVNI en Belgique. Et puis voilà que le 4 avril 1990, un résident de Petit-Réchin prend une photo en diapositive parce qu'à l'époque, on racontait que l'OVNI devait être on disait que les gens voyaient un objet plus ou moins triangulaire avec des lumières à chacun de ses angles. Donc, le 4 avril 90, un résident de Petit-Réchin prend une diapositive et on voit justement cet objet-là de forme triangulaire. À la fin de l'année, donc la photo va circuler sous le couvert, un peu, je peux dire, pendant l'année 90. Fin 90, la photographie est publiée dans la presse et elle fait sensation.
Elle est récupérée à ce moment-là. Il y avait une organisation en Belgique qui s'intéressait aux ovnis, la SOBEPS. Ils vont récupérer la fameuse photographie de Pétirachin. Elle va faire d'ailleurs, ils vont publier 2 livres sur la vague belge. Et sur les 2 livres, on retrouve la photographie de Pétirachin. C'est à montrer à quel point ils considéraient cette photographie-là comme étant significative. Et ils ont publié toute une série d'analyses d'experts. On a regardé les photos au microscope, à l'infrarouge. Écoute, c'était incroyable. Des analyses à n'en plus finir, des pages et des pages par des soi-disant experts. Et tous étaient d'avis parce que quand on regardait la photo, on voyait que sur la pointe, aux angles, il y avait une espèce de déformation qui était produite. Et là, c'était l'hypothèse. L'objet doit se déplacer par force électromagnétique, la magnéto-hydrodynamique, ce qui crée le flou sur les pointes des photos. Hey boy! Écoute, on allait loin. Et c'est drôle parce qu'à gauche, tu sais, à droite, c'est-à-dire, t'avais des sceptiques qui, eux, disaient, c'est drôle, moi, j'ai pris une maquette, je l'ai pitché des gens, j'ai pris une photo, puis ça donnait la même chose, tu sais. Non, les autres, ils ont pas raison, c'est pas tout à fait la même déformation, c'est pas pareil. Et finalement, le 26 juillet 2011, Patrick Maréchal, le photographe en question de la fameuse diapositive, a dit, écoutez, la photo, là, est truquée. C'est une maquette, là, c'était fait... Il s'était fait simplement avec du coroplast. J'ai mis 3 lumières au bout de ça. J'ai accroché ça, j'ai pitché ça dans les airs. Puis une autre fois, je l'ai accroché après une corde, puis j'ai pris une photo, puis c'est ça. Ça vient de finir là. Ça te montre à quel point que les soi-disant expertises, des soi-disant experts de soi-disant soucoupes volantes, ça vaut ce que ça vaut. Tu comprends? Et l'autre élément, quand Maréchal a dit la photo est truquée, crois-le ou non, là, on a vu tout un groupe d'amateurs d'ovnis, des espèces de zélés de la casserole, qui disaient c'est l'aveu de Maréchal qui est faux. La photo est vraie, c'est ses aveux qui sont faux. Voyons donc, faut vraiment on est dans l'antichambre de la stupidité, là. Tu dis, voyons donc, le gars, il avait bien plus sa photo avait beaucoup plus de valeur, tant et aussi longtemps qu'on croyait qu'elle était authentique. Tu sais, à partir du jour où il a dit, sa photo-là, là, c'est une maquette que j'ai pitchée dans les airs, la photo vaut 0. Tu comprends-tu? Elle a perdu toute sa valeur. C'est ça. Donc, pourquoi le gars aurait fait ça? Tu sais, le gouvernement l'aurait forcé à dire que sa photo est truquée 30 ans après la vague belge. Tu dis, mais là, on est vraiment, là, c'est du fanatisme. Il n'y a pas d'autre mot. Là, si t'as des gens, là, on a des mouvements sectaires, tu sais, comme par exemple Raël, tu sais, t'as beau dire aux gens, on a la preuve que c'est une fraude. Non, on veut pas y croire. Puis là, ils vont toujours trouver le moyen de justifier leur croyance. C'est exactement ça. Et j'avoue que, tu sais, l'affaire de la photo de Pétirachin, c'est un summum, là. Ça nous montre à quel point les soi-disant expertises, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Et comment on peut monter en épingle quelque chose qui, somme toute, est relativement simple, puis comme le fameux rasoir d'Occam, c'est la solution la plus simple et souvent la meilleure. Et dès que la photo de Pétirachin est sortie, dès que des gens qui ont essayé de la reproduire et qui ont ils ont réussi à la reproduire de manière assez convaincante, tu dois te retrouver dans la situation de te dire, est-ce que c'est un engin spatial d'origine extraterrestre? Ou une maquette suspendue à une corde. Et comme les 2 photos sont à peu près la même chose, t'as plus de chances que ce soit une maquette suspendue à une corde. Et rendu là, ça dépend de quel côté tu prends la médaille. Là. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais là, on est plusieurs à avoir vu ce phénomène-là. C'est sûr que ça existe, mais de l'autre côté, ça peut être plusieurs personnes qui sont capables de reproduire la photo aussi. Mais en même temps, ça n'a pas d'importance que d'autres gens disent, on a vu, ça remet pas en question tous les centaines de témoins qui ont vu un ovni triangulaire au-dessus de la Belgique. Et ça, c'est souvent aussi ce que les ufologues font. Au lieu de s'arrêter sur l'élément, ils vont aller plus loin. Tu sais, c'est comme le gars qui me dit, les photos de Bascatong sont authentiques. Pourquoi? Parce que moi, je suis allé au réservoir Bascatong et j'en ai vu des ovnis. Ouais. J'en ai rien à cirer que t'en as vu des ovnis. C'est un autre événement distinct. C'est un autre événement. Ça veut pas dire que les gens en Belgique n'ont pas vraiment vu un ovni de forme triangulaire. Moi, ce que je te dis, c'est la photo prise le 4 avril 90 à Pétirachin par Patrick Maréchal. C'est une maquette suspendue à une corde. Point final. On nie pas la possible existence d'eux, mais dans ce cas-ci, c'est pas bon.
C'est ça. Voilà, la messe est dite, cet élément-là, cette photographie-là ne peut pas être utilisée pour justifier la vague d'ovnis sur la Belgique. C'est comme les photos du réservoir de Baskatong ne peuvent pas être utilisées pour dire « Ah, il y a eu des ovnis au Québec ». Ces photos-là ne peuvent pas servir à ça parce que c'est rien de plus qu'une maquette. Comme les photos de Paul Train sont une maquette suspendue à une corde. Ça veut pas dire que tous les gens qui ont vu des ovnis, qui ont rapporté avoir vu des ovnis, ont menti, puis que c'est pas vrai, puis qu'ils se sont trompés. Mais ces éléments précis, il faut pas détourner là le débat. On parle de ça. De la photo de Paul Train, de la photo de Pétirochin, de la photo du réservoir Baskatong. Point à la ligne. Et dans ces cas-là, les photos sont truquées. Et je m'étonne de voir à quel point, même si on démontre que ces clichés-là ont été falsifiés, même si on a les aveux des faussaires, les amateurs vont trouver le moyen de les justifier. Et crois-le ou non, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, probablement qu'on entendra à nouveau parler des photos de Baskatong, puis on va avoir oublié que les faussaires ont reconnu que c'est un trucage. Tu porteras attention autour de toi, Christian, la prochaine fois. Il y en a tout le temps qui font des oui mais dans leur phrase. C'est tout le temps un oui mais. Oui, mais c'est ça, ces gens-là. Allez en paix, les amis. La messe est terminée. On ferme les livres. Et en parlant de messe, demain, je te parle d'exorcisme. Oh, super. Bonne fin de soirée, Christian, et aux auditeurs également, puis on se dit à demain. C'est beau, ça marche. Bye. Bye. Radio X-Files. Radio X. Pour ouvrir la porte de ta nouvelle voiture, faudrait d'abord que les portes du crédit ne te soient pas fermées. Contacte PocketAutoCrédit.com à Lévis et Montmagny. Quand c'est pas juste une auto dont t'as besoin, mais un prêt auto, PocketAutoCrédit.com. T'as besoin de te remettre en forme? Viens, nous on va l'accélérer ton souffle. Efficace, professionnel et discret, on libère les tensions de toutes sortes. Pour un massage qui sort de l'ordinaire, Gentleman Paradise. Séduction, aventure, détente, gentlemanparadise.com. Il y a des choses qui ne changent pas. Les papas qui racontent des blagues de papa. La télécommande qui disparaît. Et où? Les draps contours qu'on plie jamais comme il faut. De quel côté ça va, ça? Et le Toyota RAV4, qui est toujours le VUS le plus vendu au Canada. Mais ça, nous sommes fiers que ça ne change pas. C'est l'heure de trouver votre numéro 1. C'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca. Pour la location de jeux gonflables, manèges, jeux de foire, mascottes, chapiteaux et food truck, votre destination, c'est Amusement Jacques Cartier. Faites de vos événements résidentiels ou commerciaux de vrais succès. Amusement Jacques Cartier à Québec, Port-Neuf et sur la Rive-Sud. AmusementJC.com. Envie d'avoir du fun et partir à l'aventure cet été? Vidam a ce qu'il te faut. Vidam a en inventaire ton nouveau VTT ou côte à côte CF Moto qui te fera vivre les meilleures sensations. Viens choisir ton modèle et profite en ce moment d'un rabais allant jusqu'à 1850 $, ainsi qu'un financement avantageux. À voir absolument aussi notre nouvelle gamme de motos CF Moto. Parce que l'aventure commence chez Vidam. Rendez-vous chez Vidam ou sur vidham.ca. Vidam, c'est la référence des produits CF Moto et Suzuki sur la Rive-Sud. En surface, on peut sembler n'offrir qu'un choix exclusif de possibilités pour habiller vos murs et vos planchers. Mais dans le fond, on a aussi des designers pour vous guider quand votre cœur balance et des installateurs pour vous poser tout ça correctement. Déco Surface, bien plus qu'en surface. À partir de maintenant, jusqu'au 30 avril, profitez des rabais de notre vente du printemps allant jusqu'à 50% sur des céramiques et porcelaines, ainsi que sur une sélection de couvre-planchers et des produits de décoration. Rendez-vous en magasin ou sur décosurface.com pour les détails. Pour vos pièces automobiles, votre premier choix, c'est Nordic. Besoin d'une pièce moins chère, équivalente ou supérieure à celle d'origine? Chez Nordic, trouvez-la au meilleur prix. Nous avons les plus grandes marques en inventaire. Les meilleurs freins, c'est Rebestos. Ils régleront tous vos problèmes. Pour la suspension, pensez à Mevotech. Première qualité et garantie à vie. Peu importe la pièce que vous cherchez, chez Nordic, vous la trouverez au plus bas prix. Jusqu'à 30% moins cher que la compétition. Nordic, sur la première avenue et au 9111 Henri Bourassa Charlebourg. Magasinez aussi au nordic.com. Livraison partout au Québec. Il y a encore des erreurs sur les feuilles de temps après un férié. Maxime a écrit 40 heures. Oups, non, après un férié, c'est 32 heures. Utilisez Mobile Punch et dites adieu aux erreurs sur vos feuilles de temps. Ta solution, mobilepunch.com.
Pour la première fois en Amérique du Nord, Production Martin Leclerc présente Led Zeppelin Symphony. Les plus grands succès du mythique groupe rock revisité par plus de 40 musiciens et 3 chanteurs. Émotion garantie. Un spectacle impressionnant, Led Zeppelin Symphonique, en supplémentaire le 17 septembre au Grand Théâtre de Québec. Billets en vente sur grandthéâtre.qc.ca. Faites partie de la famille Kia Beauport. Offrez-vous le nouveau Seltos 2023. Un VUS conçu pour vous accompagner partout où vous allez. Réservez-le dès maintenant. Magasinez-le en ligne ou passez nous voir. Rue Seigneurial à Beauport. Kia Beauport, une histoire de famille. Le Last Call. Avec Jean-Francis. Je suis Richard. Rich Blais. Le Last Call. Lundi au jeudi, 22h. Radio X. Le Last Call, une présentation d'ADM Sport. Amateur de motocross, dès mercredi, ne manquez surtout pas l'invasion EMIC chez ADM Sport. ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Space Cast, présenté par le Quartier Général. Parce que qui dit beau temps, dit 5 à 7, on vous attend à notre nouveau bar extérieur. Près de 100 places assises, une ambiance de feu.